Pourquoi les Romains ont-ils conquis une grande partie du monde connu à leur époque? Que ce soit par admiration ou par dégoût des conquêtes romaines, l'expansion de l'Empire romain fascine nos contemporains. Cette expansion a sa part de violence, d'échecs et de succès, à la fois militaires et diplomatiques, comme presque toutes les conquêtes en tout lieu et en tout temps. Néanmoins, leur rapidité et leur durabilité donnent aux conquêtes romaines une aura particulière dans la mémoire collective. Elles représentent les grandes étapes de la construction de l'Empire romain, cette entité politique qui marque encore notre imaginaire commun 1500 ans après la chute de sa partie occidentale. C'est pourquoi les conquêtes romaines nous fascinent. Ce n'est pas pour rien que dans le dernier péplum américain en date, à savoir Gladiator II réalisé par Ridley Scott, la scène d'ouverture montre la prise d'une ville par les troupes romaines en Numidie, sur la côte nord-africaine. Cette bataille est bien sûr un écho à la scène d'ouverture du premier film, où l'armée de Marc Aurèle affronte les Germains dans la région du Danube, mais c'est également un énorme anachronisme. En effet, quand commence le film, en 212 après Jésus-Christ, tout le pourtour méditerranéen est contrôlé par l'Empire romain. Aucune conquête en Numidie n'a donc lieu à l'époque de la dynastie des Sévères. Cependant, malgré cette infidélité à l'histoire, la conquête romaine est un lieu commun trop bien ancré dans l'esprit des spectateurs pour que le réalisateur fasse l'impasse dessus. Cet exemple de conquête fictive dans Gladiator 2 nous ramène à notre question de départ. Pourquoi les Romains ont-ils conquis une grande partie du monde connu à leur époque? J'ai bien dit pourquoi et non pas comment. Les raisons des conquêtes ne sont pas les manières par lesquelles elles s'accomplissent, même si nous verrons qu'il existe des liens entre ces deux questions. Le débat sur les raisons de l'expansion romaine, ou si vous préférez de l'impérialisme romain, est un classique chez les historiens spécialistes de l'Antiquité. D'un côté, ces historiens antiquisants relèvent les questions énoncées explicitement dans les sources écrites, et de l'autre, ils formulent leurs propres théories à partir de leur grille d'analyse contemporaine. Ainsi, selon qu'un historien appartient à tel ou tel courant historiographique, il favorise certaines raisons plutôt que d'autres. En effet, d'une certaine façon, les causes derrière les grands phénomènes historiques, tels l'expansion ou la fin de l'Empire romain, révéleraient implicitement les moteurs essentiels de l'histoire, autrement dit une sorte de, entre guillemets, vérité cachée de l'histoire. Cette idée n'est pas forcément explicitée, mais de fait, elle s'insinue dans les débats entre historiens, et elle fait partie des attentes du public vis-à-vis de la science historique. L'histoire doit expliquer les choses du passé, et, de ces explications, les contemporains espèrent tirer quelques règles générales sur le fonctionnement de l'humanité. Par exemple, si on peut comprendre les raisons de l'impérialisme romain, on serait capable de comprendre et peut-être même de provoquer, ou d'empêcher, n'importe quel impérialisme de nos jours. Cela peut sembler idéaliste, voire illusoire, mais de toute façon nous n'allons pas trancher cette question aujourd'hui. Non, aujourd'hui nous allons nous contenter d'exposer et d'expliquer les 7 raisons principales des conquêtes romaines énoncées par les historiens de l'Antiquité. Certaines ont plus ou moins la faveur des historiens de notre temps, mais elles sont toutes prises avec sérieux. Je ne doute pas que vous aurez vous-même vos préférences, mais ce n'est pas vous, ni moi, qui décidons du consensus scientifique, et encore moins de la vérité historique. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous estimez que j'ai oublié une thèse importante, n'hésitez pas à le préciser en commentaire, mais notez également vos sources pour rester crédibles, sinon ça n'a pas vraiment de valeur historique. Cela étant dit, nous pouvons commencer à citer les 7 raisons principales derrière les conquêtes romaines. La première raison est un motif économique, à savoir l'acquisition de ressources. Les Romains feraient des conquêtes pour s'emparer des richesses des populations et des territoires conquis. Cette hypothèse s'appuie sur le rôle des marchands romains et italiens dans le processus d'expansion. Avant la conquête, ces marchands sont présents dans les territoires étrangers, voisins de l'Empire, où ils s'adonnent à un commerce pacifique. Puis, lorsque la guerre éclate, les marchands italiens apportent un soutien logistique et surtout politique aux conquérants romains. En échange de quoi, ces derniers leur donnent des privilèges commerciaux dans les territoires conquis. C'est par exemple le cas en Gaule, où les commerçants de vin romains exportent leur production viticole dans la région bien avant l'arrivée des troupes de César. Ensuite, dans le sillage des militaires romains, ces marchands étendent davantage leur domination commerciale sur les cités gauloises. Un autre exemple significatif est celui des mines. Quand les Romains conquièrent un territoire, ils prennent le contrôle des mines de métaux précieux où ils font travailler des esclaves. Les Romains acquièrent ainsi les mines d'or et d'argent de Macédoine dans la péninsule balkanique, les mines d'argent de Dacie en Roumanie actuelle et les mines d'étain de Cornouailles sur l'île de Bretagne. De manière générale, tous les empires antiques s'appuient financièrement sur le contrôle des mines de métaux précieux, que ce soit l'Empire athénien, puis l'Empire macédonien et enfin l'Empire romain.
Cette explication économique était très répandue chez les historiens antiquisants dans les années 1950-1970, en particulier dans l'école marxiste. Elle s'inspire en effet des impérialismes français et britanniques des 19e et 20e siècles, expliqués alors par les motifs économiques de la colonisation. Cependant, cette explication est remise en cause aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, à cause de raisons concurrentes, que j'évoquerai plus tard, et ensuite à cause d'une objection spécifique de l'école dite primitiviste, inspirée par les travaux de l'historien Moses Finlay dans les années 1950-1960. Pour faire court, selon Finlay, l'économie est une catégorie intellectuelle qui n'existe pas dans l'esprit des Grecs et des Romains. L'économie, en grec oikonomia, désigne chez eux la gestion de la maison. Il n'existe pas chez les anciens de notion d'économie politique, ce que nous, aujourd'hui, appelons tout simplement l'économie. Les Grecs et les Romains seraient donc incapables de faire de politique économique, à part celle toute simple d'accumuler du butin. C'est une question encore débattue de nos jours. L'absence d'une notion dans le vocabulaire des Grecs et des Romains les empêchait-il de penser et surtout d'appliquer cette notion? Il n'y a aucune certitude sur la question, qui relève d'ailleurs plutôt de la philosophie du langage que de l'histoire. Ainsi, l'acquisition de ressources comme objectif de l'impérialisme romain est actuellement remise en cause. Cependant, un autre motif économique fait quant à lui consensus, à savoir l'acquisition de butin. En effet, la deuxième raison des conquêtes serait la recherche par les Romains de butin à accumuler. Cette idée est aujourd'hui un lieu commun en histoire. Mais est-elle vraie pour autant? Eh bien oui, les conquêtes romaines visent effectivement l'acquisition de butin. Celui-ci se compose de trois éléments. D'abord, il y a le butin immédiat, c'est-à-dire le gain de pillage, objets et métaux précieux, bétail et esclaves. Les cités et royaumes conquis sont soumis à ce pillage par les troupes romaines, qui ont plus ou moins de licence pour perpétrer leurs exactions quand Rome impose une reddition sans condition. Ensuite, il y a les terres. Lors de chaque conquête, une partie des terres agricoles sont adjointes à l'ager publicus, c'est-à-dire les terres publiques de l'État romain. La propriété et l'usage de ces terres sont des enjeux sociaux et politiques importants de l'histoire romaine. L'aristocratie et le peuple cherchent à se les approprier, les uns pour construire de grands domaines agricoles, les autres pour se partager des lots de terre et, parfois, y fonder des colonies. Enfin, il y a le tribut, ou tributum, c'est-à-dire l'impôt direct auquel sont assujetties les populations soumises. À ses origines, au IVe siècle avant Jésus-Christ, le tribut est l'impôt payé par les citoyens romains pour financer l'armée. Mais en 167 avant Jésus-Christ, la conquête de la Macédoine par Paul Émile apporte tellement d'impôts au trésor public que le Sénat suspend le tribut dont sont redevables les citoyens romains. À partir de cette date, l'impôt direct repose uniquement sur les pérégrins, c'est-à-dire sur les habitants de l'Empire non citoyens romains. Le tribut est donc devenu le signe de l'assujettissement des populations à Rome. Les gains des pillages, les terres et le tribut composent donc le butin. Les historiens s'accordent tous sur l'acquisition de butin comme motif de conquête des Romains. En revanche, ils débattent sur les objectifs du butin lui-même. Dans les années 1950-1970, les marxistes pensaient que le butin sert principalement à approvisionner l'Empire en esclaves. Rome est alors pensée comme étant avant tout une société esclavagiste, dont les richesses dépendent du travail des esclaves. Aujourd'hui, les historiens, d'inspiration plus libérale, pensent plutôt que le butin sert d'abord à faire avancer la carrière politique des magistrats romains conquérants. Cela nous amène à la troisième raison de l'impérialisme romain, à savoir la vie politique intérieure de Rome. Par l'expansion militaire, la ville extérioriserait ses conflits sociaux et politiques. Du 5e au 4e siècle, le conflit des ordres entre patriciens et plébéiens pousse ces deux groupes juridiques et sociaux à la conquête des terres italiennes environnantes. Les patriciens cherchent à légitimer leur domination politique et sociale par la gloire militaire, tandis que les plébéiens cherchent à améliorer leurs conditions de vie socio-économiques par la prise de butin. D'un côté, cela donne aux plébéiens l'accès à la propriété terrienne, et de l'autre, cela facilite l'émancipation légale des plébéiens endettés vis-à-vis des patriciens, les débiteurs étant alors contraints au travail forcé par leurs créanciers. La multiplication d'esclaves à Rome offre en effet aux patriciens une main-d'œuvre de substitution leur permettant de se passer des plébéiens endettés. Ensuite, au 2e et 1er siècle, les historiens émettent l'hypothèse d'un débat concernant les conquêtes entre les optimates, c'est-à-dire les aristocrates et conservateurs, et les populares, c'est-à-dire les politiciens favorables au peuple. Les optimates
seraient réticents sur les conquêtes car elles perturbent l'équilibre de l'édifice social et politique romain. A l'inverse, les populares y seraient très favorables parce qu'elles permettent la distribution de butin au peuple et donc l'amélioration de ses conditions de vie. Cependant, un tel débat ne se retrouve pas systématiquement dans les sources. Il apparaît seulement de manière ponctuelle selon les circonstances. De toute façon, au IIe et Ier siècle, les conquêtes ne sont pas tellement le fait du pouvoir central romain. Ni les optimates, ni les populares, organisés en groupes politiques à Rome, ne sont directement à la manœuvre. Les conquêtes sont généralement le fait des gouverneurs des provinces aux frontières extérieures de l'Empire. Ces gouverneurs de province sont des pro-magistrats, c'est-à-dire des magistrats en fin de mandat annuel, nommés par le Sénat pour commander à une ou plusieurs provinces pour une durée prédéterminée. Une fois en poste, les gouverneurs mènent une politique largement indépendante en raison des longues distances entre leur province et la ville de Rome. De fait, le Sénat et les assemblées populaires sont des institutions lointaines, auxquelles les gouverneurs ne rendent véritablement de compte qu'à la fin de leur mandat. C'est pourquoi les gouverneurs de province ont les mains libres pour mener la politique extérieure de leur choix, laquelle ils mettent au service de leur propre carrière politique. Le gouverneur se lance alors dans des conquêtes pour obtenir du prestige militaire et du butin, et pour se construire de vastes clientèles politiques. Par exemple, c'est ainsi que procèdent les gouverneurs des provinces d'Anatolie dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Entre 89 et 65, 3 guerres ont lieu entre Rome et Mithridate VI, roi hellénistique du Pont, à la tête de plusieurs coalitions successives. Le commandement suprême des troupes romaines en Anatolie est alors attribué au gouverneur de la province d'Asie. Se succèdent à ce poste différents personnages, à savoir Lucius Cassius, Sylla, Murena en tant que légat de Sylla, Cotta, Lucullus et Pompée. Lucius Cassius et Cotta ne font que subir l'offensive de Mithridate. Cependant, les 4 autres gouverneurs décident de la paix et de la guerre face aux rois hellénistiques sans se référer à Rome. En raison des distances, le pouvoir central peut intervenir contre ces gouverneurs seulement lorsqu'ils sont en difficulté sur le terrain et de manière limitée. Pour reprendre l'exemple anatolien, Sylla, devenu dictateur à Rome, reprend la main sur Murena et le rappelle ensuite en Italie, seulement après que ce dernier a subi une défaite face à Mithridate. Cotta est démis de sa charge par le Sénat en raison de son incompétence. Quant à Lucullus, il accumule les victoires militaires, mais il se fait de nombreux ennemis politiques dans son camp qui poussent à son remplacement par Pompée. Cependant, tant que la guerre est victorieuse et les soldats satisfaits, le gouverneur agit en toute liberté et mène la politique extérieure de son choix à son propre bénéfice. On pourrait porter un jugement moral négatif sur ces hommes, mais comme l'indique l'historien Jean-Marie David, cet esprit de compétition n'est pas un choix libre de la part d'individus tout aussi libres, mais bien un comportement induit par les normes du groupe aristocratique. La culture politique des aristocrates romains, leur éthique si vous préférez, les pousse à la compétition. Chaque aristocrate se doit de faire grandir sa dignitas, c'est-à-dire son rang social, et son auctoritas, c'est-à-dire son autorité morale. Il le doit pour faire honneur à ses ancêtres, à sa famille, et pour défendre les intérêts de sa maison et de ses nombreux dépendants et clients. La compétition aristocratique devient de plus en plus féroce au IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle en devient d'autant plus coûteuse. Les politiciens doivent dépenser des sommes considérables en cadeaux lors des campagnes électorales, en jeux et en construction publique pour le bien du peuple. Les assemblées populaires élisent en effet les candidats les plus offrants en magistrature. Il est donc fréquent que des politiciens s'endettent lourdement pour financer leurs campagnes électorales. Le butin des conquêtes permet donc de financer ou de rembourser des carrières politiques. Par exemple, quand César est nommé proconsul des Gaules, il est criblé de dettes et compte probablement sur son nouveau poste pour payer ses créanciers. En outre, dans le monde romain, les individus conquérants intègrent de gré ou de force les cités et territoires conquis à leur clientèle politique. Par exemple, le consul Cnaeus Pompeius Strabo soumet sa région natale du Picenum en Italie lors de la guerre sociale en 89 avant Jésus-Christ. Toutes ces cités deviennent ainsi les clientes de Pompeius Strabo. Les imperatores, à savoir les grands généraux romains du 1er siècle avant Jésus-Christ, poursuivent cette pratique à plus large échelle. Ils prennent des royaumes ou des aires géographiques entières dans leur clientèle. Le meilleur exemple est Pompée le Grand, le fils de Cnaeus Pompeius Strabo, qui prend comme client tous les rois hellénistiques de Méditerranée orientale dans les années 60 avant Jésus-Christ. De plus, lors des campagnes militaires, les impératores tissent un lien affectif et de protection mutuelle avec leurs soldats.
Une fois démobilisés, les vétérans deviennent les clients de leurs généraux. Leur nombre est tel qu'il permet de peser largement sur les élections lors des assemblées populaires. Dans les années 40, Octave appuie sa carrière politique sur les vétérans de César, son père adoptif, pour lesquels il fonde en retour des colonies en Italie et dans les provinces d'Occident. Ainsi, les conquêtes permettent aux généraux romains de tisser un lien avec les soldats, de s'assurer leur soutien politique, et enfin de récompenser leurs services grâce aux richesses prélevées sur les vaincus. Le prestige militaire est également indispensable à la fois pour se faire connaître et pour se rendre crédible comme compétiteur dans la vie politique romaine. C'est encore plus vrai pendant la guerre civile du 1er siècle, où les magistrats supérieurs apparaissent comme des chefs de guerre pour leurs partisans. Pendant toute cette période, les impératores utilisent leur victoire sur le champ de bataille pour légitimer leur pouvoir à la façon des rois hellénistiques, successeurs d'Alexandre le Grand en Méditerranée orientale. Les historiens appellent cela l'idéologie de la victoire. En effet, aux yeux des anciens, la victoire démontre certes des compétences militaires techniques, mais surtout elle démontre la faveur divine. Ce sont en effet généralement les dieux qui donnent la victoire. Les Romains conçoivent donc leur succès comme une conséquence de leur piété, leur respect des honneurs dus aux dieux. A l'inverse, la défaite peut être vue comme une malédiction divine, la preuve de l'impiété, même si les Romains reconnaissent que certaines défaites ne sont pas causées par les dieux. La faveur, ou la malédiction divine, porte avant tout sur le général, en raison de ses pouvoirs religieux de magistrat ou de pro-magistrat. En effet, seul le général décide ou non de se lancer dans une bataille après avoir consulté les auspices, c'est-à-dire les présages indiquant la volonté des dieux. En s'engageant dans une bataille, le général affirme publiquement sa conviction d'avoir la faveur divine de son côté et porte donc la responsabilité religieuse de la victoire ou de la défaite aux yeux de l'armée et de la cité. Un général particulièrement victorieux est donc vu comme très pieux ou béni des dieux. Il acquiert alors un charisme surnaturel auprès des soldats et de la population civile qui rejaillit sur toute son action politique et sur toute sa famille. Les guerres sont donc nécessaires aux généraux romains pour démontrer leur faveur divine. La conquête est alors une façon de provoquer des guerres, de les remporter et donc d'accroître leur charisme personnel et familial, chose indispensable dans les luttes politiques romaines. Aujourd'hui, pour la majorité des historiens, la cause première de l'impérialisme romain est la compétition aristocratique. La conquête apporte les richesses, le prestige militaire, le charisme religieux et les soutiens politiques dans l'empire et ou dans l'armée pour faire avancer une carrière politique dans le cadre de la république aristocratique romaine. L'aboutissement de cette compétition est l'avènement d'Octave, dit Auguste, le dernier des impératores, qui concentre toutes ses qualités. Mais Auguste veut normaliser son pouvoir et stabiliser l'État romain. Il impose alors un nouveau régime politique, le Principat, qui transforme le rôle des guerres dans la vie politique romaine. La conquête ne sert plus à départager les aristocrates dans la course aux honneurs, mais plutôt à légitimer le pouvoir personnel de l'empereur, aussi appelé le prince. En effet, les empereurs tiennent toujours leur légitimité de la victoire militaire, au même titre que les impératores du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ils mènent donc ponctuellement des guerres contre les barbares, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'extérieur de l'empire, soit pour se défendre, soit pour attaquer. La victoire militaire et le triomphe sur les barbares confirment ainsi leur légitimité par la faveur divine. Néanmoins, à l'inverse, la défaite affaiblit cette légitimité. Des généraux victorieux ont ainsi pu remplacer les empereurs vaincus sur le champ de bataille. Par exemple, lors de l'année des 4 empereurs, en 69 après Jésus-Christ, le légat Vitellius remplace l'empereur Othon, puis le légat Vespasien remplace à son tour Vitellius, chacun grâce à ses succès militaires. C'est pourquoi les empereurs cherchent à contrôler étroitement leurs généraux. Dès le règne d'Auguste, toutes les victoires sont légalement attribuées aux auspices du prince, même s'il ne commande pas en personne sur le champ de bataille. Cependant, cette astuce politico-religieuse ne suffit pas, car le charisme des généraux victorieux sur le terrain augmente malgré tout auprès des soldats et de la population. Ainsi, pour éviter toute concurrence, les empereurs nomment directement des membres de leur famille en tant que généraux sur le terrain. Auguste place ainsi ses beaux-fils, Drusus et Tibère, à la tête de ses campagnes en Germanie. Parfois, à l'inverse, les empereurs intègrent les meilleurs généraux dans leur famille grâce à l'adoption et au mariage. Cette pratique est même la plus fréquente sous les Antonins. Malgré ces manœuvres, la période impériale voit le rythme des conquêtes ralentir. L'empereur en titre manque en effet de personnel fiable pour conquérir. Il doit souvent accomplir cette tâche en personne. Cependant, il ne peut pas consacrer trop de son temps à des campagnes militaires, parce que, en même temps, il doit diriger tout l'Empire. L'attention de l'empereur est donc prise en permanence dans un fragile équilibre. Malgré ce manque de temps,
la victoire reste centrale dans la légitimité du prince pendant toute la période impériale, que l'Empire soit sur l'offensive ou sur la défensive. Cela explique pourquoi Rome n'abandonne jamais par principe l'idée d'étendre ses conquêtes, même après l'avènement du Principat et la sécurisation de ses frontières. Cela nous amène justement à la quatrième raison de l'expansion romaine, à savoir la logique défensive. Par ses conquêtes, Rome chercherait d'abord à défendre son territoire en repoussant au plus loin sa frontière et en soumettant les peuples qu'elle perçoit comme des menaces. Ensuite, elle assimilerait les territoires et peuples soumis et chercherait alors à les défendre en repoussant de nouveau ses frontières. Le processus se répéterait ainsi indéfiniment. En bref, Rome ferait de nouvelles conquêtes pour protéger ses anciennes conquêtes. Selon cette hypothèse, les objectifs de guerre romains sont donc de nature géopolitique et géostratégique, même s'il est certain que Rome ne suit pas de plan d'ensemble pendant toute la période républicaine. Pour démontrer ses conquêtes par logique défensive, prenons l'exemple de la Macédoine. Entre 214 et 205 a lieu la première guerre de Macédoine. Le roi Philippe V, allié à Carthage, profite du fait que Rome s'est occupée en Italie par la deuxième guerre punique pour s'attaquer aux Romains et à leurs alliés dans la péninsule balkanique. Philippe V vise alors à s'emparer du protectorat romain d'Illyrie, sur la côte adriatique. Rome l'emporte, mais dorénavant, la Macédoine apparaît comme une menace. Cette dernière est alors neutralisée grâce à la deuxième guerre de Macédoine, entre 200 et 197, par laquelle Rome soumet le royaume de Philippe V. Par la suite, les guerres romaines dans la péninsule balkanique cherchent à conserver les nouveaux protectorats, que ce soit face aux attaques de l'extérieur, telle l'invasion séleucide de 192, ou bien face aux rébellions de l'intérieur, telles les révoltes du pseudo-Philippe en 154-148. Après ces victoires militaires, Rome vassalise les voisins vaincus ou approfondit sa domination sur ses protectorats, les transformant parfois en provinces, telle la Macédoine en 146. Ainsi, même sans plan prédéterminé, la République romaine étend progressivement sa domination, vassalisant ou annexant un territoire après l'autre. Enfin, la géostratégie romaine devient plus cohérente sous le Principat. Les conquêtes d'Auguste visent d'abord à donner des frontières aisément défendables à l'Empire. Il conquiert ainsi des poches de territoires indépendants, à savoir le nord-ouest de l'Espagne et les Alpes, puis Auguste pousse la conquête en Europe centrale et orientale jusqu'au Danube. Enfin, après l'échec de l'invasion de la Germanie en 9 après Jésus-Christ, Auguste replie ses légions sur la rive occidentale du Rhin. En faisant de cette sorte, Auguste donne à l'Empire une frontière nord cohérente, sur lequel il aménage un réseau de forts et de routes, appelé le limes. Toutefois, un saillant demeure entre les deux fleuves, le Rhin et le Danube, par lequel peuvent se glisser les raids germaniques. Cette région, appelée les Champs d'Écumates, est conquise par Vespasien et Domitien entre 69 et 83 après Jésus-Christ. Ces exemples prouvent la logique défensive présidant à certaines conquêtes. Mais pourquoi les Romains vont-ils aussi loin pour défendre leur territoire, surtout à l'époque républicaine? Les moyens semblent en effet disproportionnés. Selon l'historien grec Polybe, au plus fort de la deuxième guerre punique, en 211 avant Jésus-Christ, Rome déploie 128 000 citoyens soldats, doublés par un nombre équivalent d'alliés italiens, et 2 flottes de 150 navires de guerre chacune, sur un terrain d'opération à l'échelle de la Méditerranée occidentale. Ce sont des chiffres colossaux pour l'Antiquité. Pourtant, la cité romaine recouvre seulement son Latium natal, étendu à une partie de l'Italie centrale. La citoyenneté romaine est en effet donnée à toute l'Italie seulement en 89 avant Jésus-Christ, et l'intégration politique des provinces est négligeable avant le second triumvirat entre 43 et 32 avant Jésus-Christ. La sécurité de la cité romaine ne devrait donc pas demander tant d'efforts dans des espaces si lointains. L'historien Paul Veyne propose donc une explication psychologique à ces conquêtes défensives, laquelle je compte comme la 5e raison de l'impérialisme romain. Selon Paul Veyne, les Romains seraient habités par un fort sentiment d'insécurité depuis le sac de Rome par les Gaulois mené par Brennos en 390 avant Jésus-Christ. Cet événement aurait traumatisé les Romains qui se seraient ensuite lancés dans la conquête de l'Italie pour repousser toute menace au plus loin de leur cité. Mais l'effet de ce traumatisme gaulois de 390 est-il justifié? Autrement dit, le sentiment d'insécurité des Romains est-il une paranoïa exagérée? Pour répondre à cela, il faut d'abord admettre que, dans un premier temps, l'Italie centrale est bel et bien la cible de plusieurs invasions gauloises au IVe et IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les conquêtes romaines permettent donc de repousser les Gaulois,
puis de les fixer dans leur terre de Gaule cisalpine, dans le nord de l'Italie actuelle. Ensuite, pendant la Deuxième Guerre punique, 218-202, l'Italie subit l'invasion du général carthaginois Hannibal Barca. Son armée traverse les Alpes et inflige plusieurs défaites terriblement meurtrières aux légions romaines. Hannibal détache plusieurs alliés de Rome, dont la plupart des Grecs d'Italie du Sud, et surtout la ville de Capoue, dont les habitants avaient partiellement reçu la citoyenneté romaine. Cette guerre est donc un choc à la fois militaire, politique et moral pour la cité romaine. Enfin, à la toute fin du IIe siècle, les Romains subissent les premières invasions germaniques de la part des Cimbres et des Teutons. Ces derniers envahissent la Dorique, alors alliée de Rome, puis se déplacent en Gaule cisalpine, puis en Transalpine, et jusque dans la péninsule ibérique. Ils menacent d'envahir l'Italie, mais ils sont finalement stoppés par l'impérateur Marius en 102 et 101 avant Jésus-Christ. Ainsi, le sentiment d'insécurité des Romains s'appuie sur des traumatismes historiques bien réels. Il motive les conquêtes face à des peuples vus comme des menaces héréditaires. Les victoires contre les Gaulois, en deçà ou au-delà des Alpes, sont vécues comme des revanches par rapport au sac de Rome de 390. Après la Deuxième Guerre punique, les Romains craignent un retour de la puissance carthaginoise, pourtant brisée en 202 par le général Scipion l'Africain. La tradition historique attribue à Caton le censeur la locution latine suivante « Delenda Carthago est », signifiant « il faut détruire Carthage », locution qu'il aurait adoptée dans tous ses discours après une visite en personne à Carthage en 152 avant Jésus-Christ. Lors de cette visite, il aurait vu de ses propres yeux la ville phénicienne se relever de ses précédentes défaites. Cependant, ces deux ennemis sont finalement vaincus. D'un côté, Carthage est détruite en 146 suite à la Troisième Guerre punique, et de l'autre, les Gaulois sont définitivement vaincus en 52 grâce à la victoire de César sur Vercingétorix au siège d'Alésia. César est d'ailleurs célébré par les Romains comme celui qui a exorcisé leur peur des Gaulois. L'historien césarien Salluste explique également les guerres civiles romaines par la destruction de Carthage. Sans elle, les Romains auraient perdu la peur de l'ennemi, en latin le metus hostilis, et ils se seraient donc affrontés les uns les autres pour le pouvoir. Que l'explication de Salluste soit vraie ou non, il est clair que le sentiment d'insécurité des Romains doit avoir disparu au plus tard au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette cause psychologique de l'impérialisme romain, mise en avant par Paul Veyne, ne se fonctionne donc pas au-delà de la victoire de César à Alésia, laquelle ne marque pourtant pas la fin des conquêtes romaines. Cela nous amène à une sixième raison, qui explique en outre pourquoi les conquêtes romaines n'ont pas de fin, en plus de la quête de légitimité de la part du prince précédemment mentionné. Cette sixième raison est le désir des Romains de bâtir un empire universel. Ce désir n'est pas venu d'un coup, mais il a grandi avec l'accumulation de conquêtes. Il s'affirme nettement sous le règne d'Auguste. L'Empire romain est alors désigné par l'expression « sine fine », sans confins ou sans frontières. Après avoir instauré le Principat, Auguste conquiert des poches de l'Empire, mais il tente également de conquérir les territoires au-delà. Les Romains croient alors pouvoir réaliser la conquête de tout l'oïkoumène, c'est-à-dire le monde habité. En 25 avant Jésus-Christ, le préfet d'Égypte, Publius Petronius, tente une invasion du royaume de Méroé en Nubie, c'est-à-dire dans la haute vallée du Nil, mais il est repoussé par les troupes de la reine Amani-Shaketo. Suite à cela, Petronius et la reine de Méroé négocient un traité de paix équitable. Auguste monte également une expédition pour explorer l'Arabie heureuse, c'est-à-dire l'actuel Yémen, en vue d'une conquête, mais cette expédition est sans lendemain. Auguste tente également la conquête de la Germanie. Le territoire est conquis, puis occupé jusqu'à l'Elbe, notamment par les beaux-fils de l'empereur, Drusus et Tibère, entre 12 avant Jésus-Christ et 9 après Jésus-Christ. Cependant, 3 légions romaines, commandées par le général Varus, sont massacrées lors du désastre de Teutobourg. Les Romains abandonnent alors la Germanie, au-delà du Rhin et du Danube. En outre, en Orient, Auguste n'essaie pas d'envahir l'Empire parthe régnant en Mésopotamie. C'est alors le seul État capable de rivaliser militairement avec Rome. Auguste négocie simplement une victoire diplomatique, c'est-à-dire la paix entre les deux empires et la restitution des insignes des légions perdues par Crassus, l'allié de César et Pompée, lors de la bataille de Carrée en 53 avant Jésus-Christ. En conclusion, sous Auguste, les Romains ont cru pouvoir conquérir le monde. Ils ont essayé, mais ils ont échoué. Par leurs échecs et leurs missions d'exploration,
les Romains ont appris que le monde habité était bien plus vaste que le pourtour méditerranéen figurant dans leur esprit. Il était donc illusoire de vouloir le conquérir en entier. Dans son testament politique, les Res Gestae Divi Augusti, Auguste conseille à son successeur de ne pas dépasser les frontières qu'il a atteintes, mais sans préciser pour la Germanie s'il s'agit du Rhin ou de l'Elbe. Ainsi, après le règne d'Auguste, le rythme des conquêtes ralentit. Mais l'expansion romaine ne s'arrête pas pour autant. Claude conquiert la Bretagne, les Flaviens s'emparent des champs d'Écumate, et les Antonins étendent l'empire à l'est, soumettant parfois l'Arménie, voire la Mésopotamie. Mais ce désir d'expansion sans limite a-t-il une explication au-delà du simple orgueil ? Eh bien, oui, il y a une explication idéologique, ou pourrait-on dire religieuse, laquelle je compte comme la 7e raison de l'impérialisme romain. En effet, le pouvoir politique romain repose sur des croyances religieuses qui s'expriment à travers des mythes. En droit romain, le pouvoir suprême est appelé l'imperium. C'est la capacité légale de contraindre, par la volonté et par la force, pouvant aller jusqu'à donner la mort. Le possesseur suprême de l'imperium est Jupiter, dieu du ciel et roi des dieux. Par son imperium, Jupiter régente et ordonne le monde. Il plie l'univers à sa loi naturelle. Les magistrats supérieurs romains sont ceux qui reçoivent justement l'imperium. Ils peuvent prendre les auspices, c'est-à-dire lire les signes divins envoyés par les dieux et en particulier par Jupiter, au nom de la cité. Rome et ses magistrats agissent ainsi comme le bras armé de Jupiter et doivent appliquer sa domination et sa loi dans le monde. Selon Tite-Live, citant le dictateur Camille en 390, une tête a été découverte sur le Capitole, là où sera construit le temple de Jupiter capitolin, le cœur religieux de la cité. Cela signifie qu'à Rome est promise la domination du monde. En latin, le mot imperium devient synonyme du territoire sur lequel s'exerce le pouvoir de Rome, c'est-à-dire l'empire. Le magistrat ayant reçu l'imperium et chargé de l'exercer est appelé imperator. Ce titre est ensuite réservé aux généraux victorieux, acclamés par leurs troupes. Puis, l'usage les réserve aux plus puissants des généraux. Et enfin, il est monopolisé par le prince uniquement. Auguste en fait même son prénom. L'empereur, imperator, est donc le magistrat suprême de Rome et le détenteur par excellence de l'imperium. Cette idéologie impériale est donc une composante de la religion civique romaine. L'impérialisme n'est donc pas seulement le désir d'individus, mais bien une mission que s'est attribuée la cité romaine, ou plutôt qu'elle affirme avoir reçue de la part des dieux en général, et de Jupiter en particulier. Les Romains croient donc que leur domination politique est la récompense de leur piété, car ils se croient les plus pieux des hommes, ceux qui remplissent le mieux leur devoir vis-à-vis des dieux. En outre, une partie des dominés cherche à justifier a posteriori leur domination, en particulier le grec Polybe au IIe siècle avant Jésus-Christ. Selon lui, la République romaine domine parce qu'elle a le meilleur régime politique, à savoir un équilibre institutionnel entre monarchie, oligarchie et démocratie, ce qu'on appelle une constitution mixte. Plus tard, à l'époque augustéenne, les Romains cultivés, tels Virgile et Horace, développent un discours sur les bénéfices apportés par l'Empire romain, à la fois comme régime politique, c'est-à-dire le Principat, et comme empire territorial. Ces bénéfices sont la paix et la culture, ou, si vous préférez, la civilisation. D'abord, le Principat apporte la paix, parce qu'Auguste a mis fin aux guerres civiles et instauré la paix dans tout le bassin méditerranéen. C'est la Pax Romana, la paix romaine. Grâce à elle, l'Empire apporte la fertilité et la prospérité aux citoyens romains. L'avènement d'Auguste est l'ouverture d'un nouvel âge d'or, symbolisé par les Jeux séculaires organisés en 19 avant Jésus-Christ. D'après Virgile, le nouvel âge d'or est le retour du règne de Saturne, dieu de l'abondance en Italie. Ensuite, l'Empire apporte la culture, parce qu'il repousse la barbarie. Sur les arcs de triomphe figure le défilé du butin et des captifs pris aux vaincus et ou aux agresseurs identifiés comme barbares. Cela montre la victoire de l'empereur triomphateur contre les barbares, mais également la victoire de la civilisation humaine gréco-romaine contre la barbarie étrangère. En effet, chez les philosophes gréco-romains, tels Cicéron, il existe une culture ou civilisation humaine universelle appelée l'humanitas. L'Empire romain reprend et diffuse cette culture humaine universelle, tout en imbriquant les particularités culturelles de chaque peuple, latin, grec, gaulois, etc., rendant ainsi le monde plus intelligible et plus harmonieux. Par conséquent,
l'Empire romain se pense comme l'établissement d'une autorité juste et universelle dans le monde, d'essence, sinon d'inspiration divine. Cette autorité repousse le chaos, la guerre et la barbarie hors de ses frontières, et elle s'incarne à partir d'Auguste dans l'empereur de Rome. Les successeurs d'Auguste ne font qu'accentuer cette idéologie impériale, justifiant la domination romaine et son expansion. Les évolutions culturelles et religieuses de l'Empire en font de même, puisque, par les mélanges à l'échelle du monde méditerranéen, elles rassemblent les habitants dans une même communion culturelle et spirituelle. Le culte impérial sert de lien, car il est pratiqué, sous une forme ou sous une autre, par tous les habitants de l'Empire, à l'exception des Juifs et des chrétiens, d'où les tensions avec le pouvoir romain. Le développement de l'énothéisme, c'est-à-dire le culte d'un dieu prédominant dans un système polythéiste, va également de ce sens. La coupole du Panthéon, construite par l'empereur Adrien, figure cette union spirituelle autour d'une divinité centrale, céleste ou solaire, dont l'identité reste vague, faisant d'elle une divinité syncrétique et philosophique. Certains empereurs ultérieurs, tels Aurélien avec Sol Invictus, préfèrent explicitement choisir un dieu particulier en tant que protecteur personnel, sans pour autant renier Jupiter comme patron de l'État romain. Enfin, la christianisation de l'Empire ne change pas fondamentalement cette idéologie impériale. L'empereur ne gouverne plus et ne fait plus ses conquêtes au nom de Jupiter, mais au nom du Christ. En tant que son bras armé, l'empereur est chargé de défendre l'Église et de permettre l'évangélisation des peuples de la terre. Contrairement à la religion civique romaine, le christianisme est une religion prosélyte, c'est-à-dire qui cherche à convertir les populations extérieures à sa communauté ethnique d'origine. Désormais, les deux universalismes, romains et chrétiens, cessent donc de s'opposer pour fonctionner ensemble au service de l'Empire et de l'Église. En définitive, nous avons fait le tour des 7 raisons principales des conquêtes romaines. Nous avons donc listé des raisons économiques, l'acquisition de ressources et la prise de butin, des raisons politiques, la vie politique intérieure et la logique défensive en politique extérieure, des raisons psychologiques, le sentiment d'insécurité et le désir de domination universelle, et enfin une raison culturelle et religieuse avec l'idéologie impériale. Vous l'avez compris, ces causes ne s'opposent pas nécessairement. Généralement, elles sont même complémentaires. Finalement, les débats entre historiens n'ont pas tellement lieu pour déterminer si telle ou telle cause est totalement vraie ou fausse, mais plutôt pour hiérarchiser l'importance des causes. Comme dit plus tôt, aujourd'hui, la cause des conquêtes la plus consensuelle chez les historiens est la compétition aristocratique. En effet, dans la période entre 264 et 27 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire entre la première guerre punique et l'avènement du Principat, ont eu lieu l'essentiel des conquêtes romaines. Celles-ci sont avant tout le fait des gouverneurs provinciaux et non d'une politique délibérée de la part du pouvoir central. Cela montre ainsi que cette cause, de nature à la fois politique et sociale, est la raison principale de l'impérialisme romain. Mais il ne faut pas oublier que les conquêtes ont commencé à grande échelle en Italie dès le IVe siècle avant Jésus-Christ et se poursuivent encore sous le Principat, au moins jusqu'au règne de Justinien au VIe siècle après Jésus-Christ. L'impérialisme romain n'est donc pas le seul fait de la compétition aristocratique sous la République tardive, et par conséquent, les causes entre guillemets secondaires ne doivent pas être négligées pour le comprendre. Je conclurai ainsi la vidéo. Bien qu'on puisse faire une analyse globale de l'impérialisme romain, on peut également faire une analyse particulière de chaque conquête, car chacune a ses propres raisons, son entre guillemets mélange de causes qui lui est propre. Désormais, vous connaissez les principaux ingrédients de ce mélange qu'on retrouve fréquemment d'une conquête à l'autre dans l'immensité de l'Empire romain. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie pour votre écoute. J'ai essayé d'exposer les idées de manière à la fois logique et didactique pour rendre le contenu facilement accessible pour chacun. Je me suis vraiment concentré sur les causes des conquêtes romaines et non sur leur déroulé. Vous trouverez aisément sur YouTube de nombreuses vidéos très bien faites sur le déroulé des conquêtes. J'ai moi-même fait une vidéo récapitulative de l'histoire de l'Empire romain. Elle fonctionne un peu en duo avec celle-ci puisque j'ai ici fait référence aux grandes étapes constitutives de l'histoire romaine sans prendre le temps de toutes les réexpliquer. Donc si vous voulez plus d'explications, je vous conseille d'aller la voir. Je vous la conseille également si vous vous intéressez tout simplement à l'histoire romaine, ce qui est probablement le cas si vous avez regardé cette dernière jusqu'au bout. A l'avenir, je ferai certainement d'autres vidéos sur l'histoire romaine et sur d'autres objets historiques. Je vous suggère donc de vous abonner pour ne pas rater la suite. Vous pouvez également laisser un j'aime et un commentaire pour soutenir la chaîne, ou pour poser des questions, ou encore pour faire des remarques sur un point que j'aurais oublié. Je précise que je ne suis pas un historien professionnel,
mais seulement en amateur, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur quelques négligences possibles de ma part. Sur ce, il est temps de nous quitter, je vous laisse avec la bibliographie, et je vous dis à bientôt, salut à tous.